Moi, je m'appelle Justine Rouget, donc je suis consultante design, innovation et matériaux au FCBA dans l'équipe ameublement. Et je vous présente l'événement Technov avec Antoine Chagnon, mon collaborateur qui est sur place au FCBA dans l'exposition, qui pourra vous faire partager une petite immersion dans l'exposition Technov. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un petit teaser, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez découvrir. Du coup, nous sommes bien le 3 décembre pour découvrir ensemble cet événement virtuel Technov. Et en plus, on ne l'a même pas fait exprès, mais aujourd'hui, c'est la fête mondiale de l'impression 3D. Donc, bonne fête de l'impression 3D à tous. On aurait voulu faire exprès on n'y serait pas arrivé. Du coup, pour les 50 prochaines minutes, le programme, donc je vais faire un petit point sur ce qu'est le FCBA et pourquoi on s'est intéressé à l'univers de la fabrication additive, de l'impression 3D, mais également tout ce qui va autour. Et je vous présenterai ensuite des parties, enfin nous vous présenterons des parties de l'exposition Technov, donc sur différentes thématiques. Et vous aurez aussi un extrait des conférences qui sont associées à l'événement par différents experts. Donc, ce que vous verrez aujourd'hui, c'est vraiment des synthèses de toutes ces parties, puisque à l'origine, l'événement devait durer une demi-journée. Donc, difficile de tout vous présenter en moins d'une heure. Du coup, aujourd'hui, vous avez une synthèse et à partir de la semaine prochaine, vous aurez des vidéos détaillées dont on vous communiquera les liens sur ces différentes parties pour vraiment pouvoir bénéficier de tout le contenu de ce qu'on a fait. Donc, un nouveau petit sondage sur votre intérêt par rapport au webinaire. La première question, donc, quelle partie de ce webinaire vous intéressait le plus? Pourquoi est-ce que vous vous êtes inscrit? Et à quel point vous connaissez l'univers de la fabrication additive? Est-ce que vous êtes très familier de ces technologies ou pas? Donc, je vous laisse un peu moins d'une minute pour répondre. Voilà, je rappelle pour ceux qui sont arrivés entre-temps, l'idée c'est de cliquer sur les réponses qui vous correspondent et de soumettre le sondage à la fin pour que votre réponse soit prise en compte. Et vous partagez les résultats. Donc, dans ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui, ce sont les exemples d'innovation grâce à la fabrication additive. Donc, cette partie arrivera à peu près à la fin, presque à la fin, et les matériaux innovants, donc tout au début. Donc, voilà, c'est deux parties qu'on va aborder, comme je vous ai dit, en synthèse, et vous pourrez retrouver plus complète après le webinaire. Et à quel point connaissez-vous l'univers de la fabrication additive? Vous êtes une majorité à avoir répondu que vous n'avez pas beaucoup de connaissances. Donc, c'est parfait. L'objectif de cet événement, c'était
dégrossir un peu cet univers de la fabrication additive qu'on en a tous quasiment entendu parler, mais on n'est pas forcément très familier de toutes les technologies qui sont associées et à quoi elles peuvent nous servir. Donc, c'est parfait. Donc, une première introduction très rapide sur le FCBA. Donc nous, notre objectif, le FCBA, c'est d'accompagner les industriels des secteurs du bois et de l'ameublement à analyser leur marché et à innover. Nous travaillons dans les domaines du bois, donc à son état initial dans les forêts, dans la sylviculture, donc notamment dans les scieries. Nous travaillons avec les acteurs du bois dans la construction, dans l'architecture et dans l'ameublement. Donc sachant que dans l'ameublement, on traite de multimatériaux, puisqu'aujourd'hui les meubles sont vraiment faits avec tout matériau possible, donc on n'est pas centré uniquement sur le bois. Et donc moi, Antoine et moi, on fait partie de l'équipe ameublement du FCBA. Dans ce pôle ameublement, on a développé il y a quelques années un espace qu'on a appelé le 3D Lab, qui a on a acquis des machines d'impression 3D, des machines de scanner, des logiciels, pour se familiariser avec l'univers de la fabrication additive et essayer de familiariser aussi nos clients du secteur de l'ameublement avec cet univers-là. Dans le 3D Lab, on a plusieurs accompagnements qu'on peut procurer à nos clients sur des aspects différents, notamment la réparabilité, puisque la fabrication additive permet de travailler cet aspect-là. La gestion des stocks, qui peut aussi être intéressante quand on parle d'impression 3D. La personnalisation, qui est déjà un gros sujet et qu'on voit, qu'on connaît depuis maintenant pas mal de temps, mais l'impression 3D et l'univers de la fabrication additive au sens large permet une grande personnalisation des produits. Donc, c'est aussi un point sur lequel on peut travailler avec les entreprises. Et on fait de la sensibilisation et des formations, notamment par des événements comme celui d'aujourd'hui, Technov, pour faire en sorte qu'un maximum d'entreprises connaissent au mieux le marché de la fabrication additive et puissent être guidées dans cet univers-là. Donc maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, l'événement Technov, en commençant par la partie exposition physique, donc avec les différents stands qui sont installés aujourd'hui dans le hall du FCBA et qui présentent différentes familles tout au long de la chaîne du numérique. Donc tout d'abord, quelques données clés sur la fabrication additive. C'est une partie qui ne durera pas très longtemps puisque c'est des chiffres, ce sont des chiffres, ça peut être un peu rébarbatif, mais ça a quand même son importance. Donc la base de la base, la fabrication additive, c'est une méthode de fabrication par opposition à la fabrication soustractive, où on enlève de la matière. Ça regroupe l'ensemble des procédés de fabrication par ajout de matière à partir d'un modèle numérique. Donc, toutes les technologies d'impression 3D notamment fonctionnent sur ce même schéma. Un petit sondage pour savoir, est-ce que vous avez une idée de qui a inventé l'impression 3D à son commencement? Je vous laisse une petite minute pour répondre. Il n'y a qu'une question, donc ça devrait aller assez vite. Encore quelques secondes. Il y a 5 personnes qui n'ont pas voté. Si vous voulez participer, il faut cliquer sur la réponse et soumettre le sondage à la fin pour qu'il soit pris en compte. Et après, je vais pouvoir clôturer le sondage. Alors, selon vous, c'est Alain Le Méoté, un Français, qui a inventé l'impression 3D à 56%. Et donc, la réponse en images, c'est Tintin, enfin le professeur Tournesol qui a en fait eu la première idée d'impression 3D. Et vous allez avoir la preuve en images dans un extrait du film Tintin et le lac aux requins en 1972. Voilà, je place la pâte ici. Les modèles là, il ne reste qu'à brancher le courant. Vous voyez comme la pâte se transforme?
Et hop. Merveilleux. Des chapeaux neufs. Félicitations, professeur. Oh oui, je dirais même plus. Professeur, chapeau. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le moyen de stabiliser les reproductions. Voilà, donc c'était pas une blague, ça c'était en 1972. Et bon, pour être un peu plus sérieux, en 1984, le tout premier brevet sur la fabrication additive est effectivement déposé par 3 Français, Jean-Claude André, Olivier de Witt et Alain Leméoté, pour l'entreprise Silas Alcatel. Et sauf qu'en fait, les 3 réponses étaient justes puisque eux ont déposé le premier brevet, mais 3 semaines après, Charles Hulse, l'Américain, a déposé un nouveau brevet et c'est le sien qui sera retenu comme le premier inventeur de la fabrication additive, enfin d'une machine d'impression 3D. Donc en fait, les 3 réponses étaient correctes. Quelques chiffres donc sur la fabrication additive dans le monde, issus d'une étude qui s'appelle 3D Printing Sentiment Index, réalisée par Ultimaker en 2019, qui nous dit que la France est l'un des pays où la fabrication additive est la plus utilisée. En fait, elle arrive 4e sur le podium. Les 3 premiers pays qui ont le plus de connaissances sur la fabrication additive, selon plusieurs critères que je ne vous détaillerai pas ici, mais vous aurez un lien vers cette étude-là. Donc, les 3 premiers pays, ce sont les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Et donc, la Chine arrive après la France en 5e position. Donc, toujours selon cette étude cette étude a pour but de clarifier un peu le marché de la fabrication additive dans le monde. Donc, il y a différentes données qui sont assez intéressantes. Donc, cette étude a été réalisée auprès de 2500 professionnels provenant de 12 pays différents. Et donc, il y a notamment des questions sur les applications clés d'impression 3D. À quoi ça sert l'impression 3D en entreprise aujourd'hui? Et donc, le premier résultat, c'est pour réaliser des pièces de prototypage. Viennent ensuite les outils et gabarits sur mesure. Donc, par exemple, des moules d'impression 3D pour créer des moules pour réaliser ensuite des pièces finies. Et il y a la moitié des répondants qui ont dit qu'ils utilisaient la fabrication additive pour réaliser des pièces finies. Et donc ça, c'est une part d'application qui tend à augmenter de par l'amélioration des différentes technologies du marché. Un autre petit sondage pour voir si vous suivez d'après vous, quelle famille de matériaux est la plus utilisée pour réaliser des impressions 3D? Donc, quelle famille de matériaux arrive en tête de podium dans le domaine de la fabrication additive? D'après vous, ce sont la famille des polymères qui arrivent en premier, suivi des composites et des matériaux biosourcés. Donc, on va regarder la réponse. Effectivement, c'est les polymères de base qui arrivent en tête d'utilisation et même très très loin devant puisqu'on est à 87%, suivi de 26% des matériaux composites. Donc matériaux composites, c'est tout ce qui est mélange de matériaux. Et fibres de carbone, sachant que les fibres de carbone, on peut aussi il y a de plus en plus de matériaux, on le voit dans l'exposition, dans les recherches que nous on a faites, de matériaux avec des fibres techniques, pas uniquement des fibres de carbone, mais par exemple des fibres de verre, des fibres de Kevlar, etc. Donc ce sont les matériaux polymères qu'on retrouve le plus sur le marché de la fabrication additive. Et une dernière donnée chiffrée qui peut être intéressante à retenir, c'est que la France est la 2e nation en termes d'adoption, c'est-à-dire on teste la fabrication additive et quelles sont les entreprises qui confirment l'intérêt de l'utilisation de la fabrication additive après l'avoir essayé. Donc, on est le 2e pays qui a le plus grand taux d'adoption. Donc, on voit qu'il y a encore un avenir propice pour la fabrication additive en France. Et donc, les conclusions de l'étude, ça démontre que l'impression 3D, c'est un marché en plein développement qui peut être encore en phase d'expérimentation pour certains et en questionnement pour d'autres, mais que c'est un marché qui tend vraiment à se développer.
Donc, pour rentrer dans la famille des matériaux, donc, on a fait pour cet événement une sélection de matières innovantes, toutes technologies confondues. Donc, ici, vous voyez un aperçu du stand des matériaux. Donc, on a imprimé plusieurs pièces aussi pour connaître un peu les différentes caractéristiques et différentes réactions à l'impression de ces pièces. Et là, aujourd'hui, je vais vous en présenter 3 et vous retrouverez bien sûr l'ensemble des autres matériaux dans la vidéo qui sera en ligne ensuite. Donc, ce premier matériau, il s'appelle Terracotta. Il est fabriqué par Forme Futura. Et c'est un matériau qui est fait à base de PLA et de 50% de pierre en poudre. Et en fait, c'est un matériau qui a vraiment l'aspect de l'argile. C'est très, très impressionnant. Ça a la couleur de l'argile, en tout cas pour celui qu'on a testé, donc c'est le orange. Ça a la couleur, le toucher. Ça a un aspect mat, brut et rugueux qui rappelle vraiment la texture d'une terre cuite. Et il y a aussi une densité plus élevée avec ce matériau qu'avec du PLA classique, ce qui fait qu'on a un petit peu la sensation de lourdeur du matériau. Donc, c'est un matériau qui est extrêmement intéressant pour des prototypes esthétiques, si on veut réussir à avoir un objet qui ressemble à être un objet en argile. Une autre famille de matériaux cette fois-ci, ce sont la famille des coproduits de Francophile. Donc Francophile, c'est une entreprise française qui est basée en Normandie et qui développe depuis plusieurs années maintenant des filaments à base de coproduits biosourcés, donc notamment de marc de café, coquilles de Saint-Jacques, huîtres, moules. Et en fait, ce sont des déchets biosourcés de différentes filières, comme par exemple la filière de la restauration ou de l'industrie céréalière. Et en fait, ils récupèrent ces produits biosourcés, ils les broient extrêmement finement et ils les mélangent encore une fois à du PLA. PLA qui est lui-même du plastique biosourcé à base d'amidon de maïs. Et donc, ces matériaux sont des matériaux biosourcés avec des couleurs assez attractives. Donc, on voit ici un designer qui a fait des pots avec différents filaments. Et donc, ce sont des plastiques, in fine, qui sont garantis sans perturbateurs endocriniens et qui sont aussi adaptés aux applications avec contact alimentaire. Voilà, donc c'est une entreprise qui se développe beaucoup. Il n'y a pas que ces matériaux-là qui sont intéressants, mais c'est dans l'air du temps, on va dire, cette famille de matériaux. Et le troisième matériau me paraissait aussi intéressant à vous présenter, c'est le Flexible Resin de Formlabs. Donc, j'ai oublié de le dire, les 2 premiers matériaux que je vous ai présentés, ce sont des matériaux pour des imprimantes 3D à dépôt de fil. Donc, l'imprimante très classique avec une bobine de fil qui va être chauffée et qui va déposer le matériau fondu sur un plateau. Ici, c'est un matériau qui est utilisé dans les imprimantes de stéréolithographie. Donc, c'est un matériau liquide qui va être solidifié à l'aide d'un laser. Et donc, ce matériau-là, la résine flexible, elle a une souplesse assez impressionnante qui est comparable à celle des caoutchoucs. Donc, il y a à la fois une souplesse et en même temps un module de traction faible et un fort allongement. Donc, c'est une résine qui est solide, même si elle est flexible, et qui permet d'imprimer par exemple des éléments ergonomiques, des poignées, des surmoulages et autres dispositifs d'amortissement. Donc, qui peut servir pour des prototypes, mais aussi pour des pièces finalisées. Donc, c'est un matériau qui est très impressionnant quand on le voit imprimé. Un petit sondage, encore une fois. Si parmi les 3 matériaux que je viens de vous présenter, si vous pouviez recevoir un échantillon, par exemple en début d'année 2021, par quel échantillon vous seriez le plus intéressé? Alors, quand je dis échantillon, c'est échantillon déjà imprimé, puisque c'est plus intéressant que de recevoir une petite fiole de résine liquide. Donc, vous êtes en majorité
intéressés par les coproduits de Francophile. Vous inquiétez pas, de toute façon, toutes les réponses que vous donnez, on peut les tracer. Donc, on pourra retrouver par quel matériau vous êtes intéressé et éventuellement faire des petits envois en 2021. Donc là, on a une phase d'immersion. Donc, je vais couper mon micro, arrêter la présentation et laisser Antoine vous immerger dans le stand matériaux de l'expo. À toi, Antoine. Alors, bonjour à tous. Bon, je ne vais pas me représenter une deuxième fois. Antoine Chagnon, du coup, merci Justine pour la présentation. Donc, je vais juste vous présenter en live de l'expo les différents matériaux que nous avons installés sur l'exposition. Donc, une présentation rapide, hein, sûr. Donc là, il y a tout le stand avec les matériaux et on peut voir qu'on les avait présentés sous différentes catégories. Donc, avec les premiers matériaux qui sont les résines dédiées à l'impression SLA. Ensuite, on a aussi les matériaux techniques, donc à base de fibres de carbone, d'aramide ou autres. On bascule ensuite sur les matériaux biosourcés, ceux qui sont francophiles ici. Donc, on a à base de marc de café, de poudre de coquilles de moule et de fibres de blé. Et après, on arrive sur les matériaux qui sont, on va dire, plus esthétiques, en aspect esthétique. Donc, le matériau terracotta que Justine vous avait présenté, des matériaux à base de paillettes. On a aussi pu trouver des matériaux phosphorescents. Je ne sais pas si ça rend quand même un petit peu. Et pour finir, donc, qui sont vraiment en bout de table, les matériaux à base de particules de bois. Donc, tout type de bois sont présents et tous ces détails vous seront plus précisés dans les vidéos complètes sur les matériaux. Donc, je pense que je relaisse la parole à Justine. Merci beaucoup, Antoine. Voilà, donc merci pour cette petite immersion. C'est comme si vous y étiez. Alors, on passe ensuite à la famille des scanners. Donc des scanners 3D qui permettent d'acquérir un modèle numérique à partir d'un modèle physique. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Mais donc, on a fait une recherche sur les différentes technologies qui permettent de rendre un objet physique en numérique. Et donc là, je vais vous en présenter seulement une pour ne pas rentrer trop dans le détail, mais encore une fois, vous avez tout le détail dans les vidéos annexes. Donc, on va voir une rapide vidéo sur la technologie de scan 3D par triangulation laser. Cet appareil, qu'on appelle un laser 3D, effectue en fait deux opérations. Dans un premier temps, il opère un balayage. Le faisceau laser mesure la distance avec l'objet et détermine ses coordonnées dans l'espace. Ce qui génère un nuage composé de millions de points. Dans un deuxième temps, l'appareil prend des photos qui vont permettre de coloriser les points de notre fameux nuage et d'obtenir ainsi une numérisation couleur. Voilà pour cette explication assez vulgarisée, mais finalement assez simple à comprendre. Donc, c'est une technologie parmi 5 qu'on a identifiée. Et donc, je vais repasser la parole à Antoine pour qu'il vous montre le stand de cette famille-là. Alors, donc ici, nous pouvons voir le premier stand qu'on a réalisé pour les scanners. Donc, il y a différentes technologies présentées et dont deux scanners, un ici et l'autre là, qui nous servent à modéliser des pièces plus rapidement qu'en conception 3D sur un logiciel. Et au centre, on peut aussi voir une plateforme qui permet justement de scanner ces logiciels avec des points de repère. En suivant les scanners et les scanners, nous allons passer sur le chapitre logiciel. Donc, un chapitre qui nous présente différents logiciels qui permettent de traiter ces modélisations 3D. En particulier, le chapitre sur les optimisations topologiques. Donc, ici, nous avons l'exemple d'une première pièce que nous avons en échantillon réalisée à base de modélisation 3D et d'optimisation topologique. Donc, c'est une pièce, en fin de compte, qui garde les mêmes caractéristiques techniques qu'une pièce imprimée, on va dire, en format plein, à l'exception que celle-ci a été évidée afin d'utiliser moins de matière, donc être moins lourde et tout aussi résistante. Donc, je laisse Justine finaliser l'explication sur ces logiciels.
Merci Antoine. Tac. Alors du coup, effectivement, on a maintenant la famille des logiciels, comme vous avez pu le voir dans la partie immersion. Donc là, on a essayé d'identifier des... En fait, on n'a pas présenté des logiciels en tant que tels, mais des familles, des types de logiciels. Donc, on a identifié 4 types de logiciels qui sont très intéressants sur la chaîne numérique pour permettre une intelligence numérique au service de la fabrication additive. Donc, comme l'a dit Antoine, une des premières familles, c'est l'optimisation topologique, qui est beaucoup utilisée dans le domaine de l'impression 3D. L'optimisation topologique, c'est en fait essayer d'analyser une pièce en fonction des forces qui sont appliquées dessus et essayer de l'évider au maximum pour que la pièce garde sa résistance, mais utilise moins de matière et donc fasse des économies de matière. Et donc, c'est l'exemple qu'Antoine vous a montré. On a ensuite la famille des slicers. Les slicers, ce sont les logiciels qui permettent de communiquer avec une imprimante 3D, peu importe la technologie. Et c'est un logiciel qui va découper en beaucoup de couches un modèle numérique et qui va pouvoir comprendre et donner des ordres à la machine pour dire à cet endroit-là, il faut poser de la matière, à cet endroit-là, il faut poser du support, à cet endroit-là, il ne faut rien mettre du tout. Et c'est ça qui va ensuite créer la pièce imprimée en 3D. Donc, il en existe plusieurs selon les technologies et selon les partenariats entre les différents fabricants. On a ensuite une autre famille de matériaux, famille de logiciels, pardon, qui sont les bases de données 3D en ligne. En fait, ce sont des plateformes sur lesquelles on peut télécharger des modèles numériques de plein de secteurs différents qui sont directement imprimables en 3D. Donc, on peut trouver des petites statues, figurines, qui sont plus de l'ordre du jeu, mais ça permet aussi de tester assez rapidement. Par exemple, si vous faites l'acquisition d'une nouvelle machine et que vous n'avez rien à imprimer, vous pouvez télécharger gratuitement ou en payant, ça dépend des données, des bases, un modèle et pouvoir tester une impression. Et il peut y avoir aussi des objets un peu plus utiles. Enfin, il y a beaucoup de diversité sur ces bases de données et c'est assez intéressant à savoir que ça existe. Et ensuite, la dernière famille, ce sont les configurateurs, donc qu'on voit aussi de plus en plus apparaître et qui sont dans l'ère de la personnalisation. Donc, ces configurateurs numériques, ça permet en fait à l'utilisateur final de choisir tout un tas d'options pour créer un produit fini qui soit à son image et qui soit entièrement personnalisé. Et donc ça, ces configurateurs vont extrêmement bien avec l'univers de la fabrication additive, puisque comme on l'a vu, la fabrication additive fait de la fabrication sur demande et personnalisée. Donc, associé à un configurateur, on peut imaginer des prestations de services qui soient optimales pour réaliser de la personnalisation de produits. Un petit sondage sur ces bases de données 3D. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous seriez intéressé par avoir un récapitulatif, une synthèse de l'ensemble des bases de données 3D qui existent en ligne ou pas? Bon, c'est sûr que c'est moins vivant que de pouvoir échanger avec vous autour d'un événement physique, mais ces questions nous permettent aussi de mieux comprendre et d'essayer d'anticiper les besoins des personnes qui participent. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a ce genre de sondage tout au long de la présentation. Donc ça vous intéresse en tout cas en majorité. Donc c'est quelque chose auquel on pourra réfléchir par la suite pour vous communiquer un peu plus précisément des données sur ces bases de données. Donc maintenant, on passe à la famille imprimante, technologie d'impression. Donc on a regroupé les 7
technologies principales du marché. Et on a essayé de vous les expliquer le plus simplement possible, comment ça fonctionne, quels matériaux sont les plus utilisés, à quoi elles peuvent nous servir in fine. Donc, on va ici voir deux exemples de technologies d'impression 3D. Donc, on commence avec la technologie d'impression 3D par stéréolithographie, dont Formlabs est notamment un gros fabricant. Donc, c'est une technologie, c'est la technologie qui correspond aux matériaux de résine liquide dont je vous parlais tout à l'heure, qui a un rendu de pièces extrêmement intéressant au niveau esthétique. Il y a très peu d'épaisseur de couches, enfin, on voit très peu les couches d'impression. On peut avoir une grande diversité de matériaux flexibles, transparents, extrêmement rigides. Donc, c'est une technologie qui est très répandue sur le marché. Et donc, vous voyez ici une petite vidéo qui montre comment ça fonctionne. Voilà, donc cette technologie stéréolithographie, on l'appelle aussi la technologie SLA. Et on a au 3D Lab du FCBA cette imprimante. Ensuite, la deuxième technologie qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est la technologie d'impression 3D par jet de matière, qui est un peu moins connue, qui permet de réaliser des pièces, là aussi avec une très grande esthétique, pardon, avec des pièces multimatériaux et multicouleurs, polychromes. On peut vraiment avoir des rendus assez impressionnants et c'est une technologie qui est notamment beaucoup utilisée dans le secteur du médical. Donc ici, encore une fois, une petite vision. Voilà, donc cette technologie, c'est une technologie qui permet d'imprimer des pièces dans le médical, je vous l'ai dit. Et un nouveau quiz de culture générale, c'est le dernier. D'après vous, quelle réussite médicale liée à l'impression 3D la France, pour quelle réussite médicale la France est-elle en haut du podium? Qu'est-ce qu'on a fait qui était une première mondiale? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous allez répondre? Partager les résultats. Donc, vous êtes 54% à penser que c'est, ou à savoir que c'est le premier cœur implanté qui a été imprimé en 3D par un médecin français ou une première greffe de visage imprimée en 3D. Et donc, la réponse en image, effectivement, c'était bien le premier cœur donc, qui a été implanté en 2013 pour la première fois. Donc, des cœurs imprimés en 3D, il y en avait déjà eu, mais aucun n'avait été transplanté dans un patient. Et donc, la technologie de jet de matière qu'on a vue juste avant a aidé à développer cet objet, enfin ce cœur artificiel. Et donc, la personne à qui on a implanté ce cœur artificiel est toujours en vie. Donc, a priori, ça fonctionne. Donc maintenant, une petite immersion avec Antoine sur le stand des imprimantes. Hop, donc je reprends le contrôle. Alors, pour vous présenter rapidement les imprimantes que nous avions sur l'exposition. Donc tout d'abord, la première imprimante que l'on présentait, c'était celle par frittage laser.
Donc, c'est une technologie qui permet d'imprimer des pièces avec une très grande précision et des complexités de formes particulières. Ensuite, il y a les technologies que nous possédons au sein même d'FCBA. Donc ici, vous pouvez voir 2 imprimantes par dépôt de fil, donc la technologie de FDM. Après, s'ensuit l'impression par layage de poudre, donc avec des machines qui deviennent quand même un petit peu plus encombrantes, mais qui permettent aussi d'imprimer des pièces à forme complexe parce qu'il n'y a pas besoin de support lors de leur réalisation. C'est la poudre non liée qui servira de support. Nous avons aussi une technologie SLA, donc de lithographie que Justine vous a présenté juste avant. Et ensuite, il y a 3 différentes technologies qui sont principalement utilisées par les industriels, mais que nous n'avons pas dans nos locaux, puisque leur volume d'encombrement est très important. Donc, on ne pouvait pas les amener sur l'exposition. Donc, voilà pour le petit tour des différentes technologies, des 7 technologies d'impression 3D que nous vous présentions et présentons dans les futures vidéos. Merci beaucoup, Antoine. Et pour compléter, les 2 machines qu'on ne peut pas présenter en direct, mais dont on peut présenter des échantillons, étaient des machines d'impression 3D métallique. Et donc, les échantillons nous ont été prêtés par le CETIM, donc, qui est le Centre technique des industries métalliques et qui, lui, possède des imprimantes permettant de faire des impressions 3D métal. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, ils pourront répondre à vos questions et vous accompagner sur ces technologies-là en particulier. Alors ensuite, la dernière partie de l'exposition, ce sont les innovations qu'on a pu répertorier dans cet univers de fabrication additive, et ce, dans de multiples secteurs. Donc ici, vous avez un aperçu du stand innovation. Donc, encore une fois, je vais devoir passer assez rapidement pour ne pas prendre trop de temps lors de ce webinaire, mais vous aurez toutes les infos dans une vidéo spécifique ensuite. Donc, on a identifié des innovations dans le secteur de l'architecture. Donc, il y a de plus en plus de bâtiments qui sont construits grâce à l'impression 3D. Il y a notamment un essai qui a été fait en 2017 ou 2018 à Nantes, d'une maison entièrement imprimée en 3D. Ensuite, on a des innovations dans le domaine de la mode et du design. Donc, beaucoup de créateurs de mode ont utilisé la fabrication additive pour créer des pièces. Et dans le design, on a pu voir notamment des pièces imprimées en design culinaire, donc avec des imprimantes 3D qui impriment de la nourriture ou des cocktails, ça existe aussi. On a ensuite évidemment des innovations dans le secteur de l'ameublement. Donc, on voit ici un exemple de luminaire et un exemple de banc. Cet exemple de banc utilise en fait des déchets pour recréer du mobilier urbain. Donc, on voit aussi que dans les innovations, on se sert de la technologie, mais des messages qu'on peut faire passer avec l'utilisation d'une technologie, là, dans ce cas-là, notamment pour l'environnement. Donc, c'est assez intéressant. Dans le médical, il y a énormément d'impressions, d'innovations, de projets grâce à la fabrication additive. Notamment, on s'en sert beaucoup dans le domaine du dentaire, mais aussi dans d'autres domaines, comme on a pu le voir avec le cœur, mais aussi dans des prothèses, pour des prothèses médicales. Et le dernier secteur pour lequel on a identifié des projets d'innovation, c'est le secteur du transport. Donc, on voit ici un pneu qui a été développé par Michelin, imprimé en 3D, et une voiture électrique, alors a priori 100% imprimée en 3D, mais qui peuvent encore être des projets un peu futuristes où on a seulement un prototype, pas forcément une pièce finalisée et commercialisée. Et donc, dans ce stand innovation, on a aussi eu le plaisir d'avoir une pièce artistique qui est en exposition au FCBA, réalisée par Thibaut Messac.
C'est une sculpture qui a été complètement imprimée grâce à un stylo 3D. Donc les stylos 3D, c'est vraiment un stylo dans lequel on va mettre une petite tige en plastique et avec un petit bouton, on fait fondre et avancer la tige et ce qui permet d'avoir du plastique fondu qui se rigidifie quasi immédiatement au contact de l'air. Donc c'est un jeu qu'on peut même offrir à des enfants. C'est très très facile d'accès. Je crois que ça coûte une trentaine d'euros un stylo et donc l'artiste Thibaut Messac a utilisé, un stylo 3D pour, créer un buste de femme, entièrement en volume, sur la base avec quelques parties, moulées, à l'origine, enfin quelques parties du buste, mais sinon, entièrement utilisé avec le stylo 3D, dans l'air. Donc on voit que les technologies de fabrication additive, donnent aussi, des idées, à des artistes et pas forcément pour des pièces, fonctionnelles. Donc une petite immersion dans le stand des innovations. Alors, donc le stand d'innovation présente différentes applications, comme Justine vous le disait. Donc là, les panneaux d'affichage. Et nous avons par exemple l'exemple d'une chaise entièrement réalisée par impression 3D en liage de poudre, des matériaux prototypes à base de lignine de bois, la fameuse œuvre réalisée par Thibaut Messac et le stylo 3D donc, qui se présente sous cette forme, avec un filament en PLA qui peuvent s'insérer de différentes couleurs, différentes matières pour certains cas, et différents matériaux innovants, que ce soit des matériaux qui donnent une texture de feutre ou de mousse, ou des matériaux comme celui-ci qui permettent de faire un support et en même temps un engrais. Et suite à ça, il y a aussi l'innovation dans la technique d'impression 3D réalisée par Bold Design, donc des objets qu'on pourrait qualifier de poilus. Ils ont réussi à certaines failles ou certains points de l'imprimante 3D. Voilà, je laisse la parole à Justine. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas si c'était, pareil pour tout le monde, mais moi j'ai pas tout il y a peut-être quelques problèmes de connexion, mais effectivement, on voit aussi dans le stand d'innovation, des exemples de projets par Bold Design, ce qui est une parfaite transition avec la partie conférence, puisqu'on avait l'honneur d'avoir une personne de chez Bold Design qui est venue nous parler de leurs activités. Donc pour la partie des conférences, je vais juste vous passer des extraits de 30 secondes de chacune des conférences et vous pourrez les retrouver en entier sur Internet à partir de la semaine prochaine. Donc on commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on intègre l'impression 3D dans l'entreprise. Je m'appelle Mathilde Berchon et je suis l'auteur du grand livre de l'impression 3D qui vient de sortir aux éditions Erol. Je suis également la fondatrice d'une société qui s'appelle Future Fab, qui est spécialisée dans la communication autour de la fabrication numérique. Une des premières raisons en fait d'intégrer l'impression 3D dans sa stratégie, c'est les questions d'accélération. Donc voilà pour le petit extrait de Mathilde Berchon. On a ensuite Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation sur les possibles de l'impression 3D SLA avec Formlab. Je suis Thibault Leroy, directeur marketing manager. Donc quand Formlab se lance en 2011, l'objectif des fondateurs de Formlab c'était de créer un équipement qui soit 100 fois moins cher que les équipements disponibles de technologie SLA. Donc nous avons développé plus de 30 résines qui se répartissent dans ces 5 catégories. Voilà, ça va très vite, hein, ce sont seulement des extraits, mais vous pouvez retrouver les conférences entières dès la semaine prochaine. Bonjour, William Boujon, cofondateur de Bold Design avec Julien Benayoun. Un projet parfois part de, comme je vous l'ai dit, de petites expérimentations. À un moment, en
fait, on s'est dit simplement, est-ce qu'il serait possible de venir créer des poils? C'est-à-dire que développer en fait un volume 3D que l'imprimante ne comprendrait pas forcément, que le slicer ne comprendrait pas forcément. Transformer voilà, la perception de la machine pour qu'elle ait le travail avec la gravité en fait. C'est simplement, on va venir sortir de notre volume de base la matière pour venir la recoller. Voilà pour William. Et Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler d'impression 3D et d'industrie 4.0. Alors mirage ou solution concrète, on va essayer de voir un petit peu ce qui se cache derrière ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Bonjour à vous, donc je suis Arthur Lepivert, chef produit chez Festo France. Avant tout, on peut se poser la question, pourquoi l'industrie 4.0? Intéressons-nous d'abord à savoir pourquoi les industriels iraient vers l'industrie 4.0 et ce que ça va leur apporter comme avantage. Et bien sûr, pour anticiper le futur, eh bien, on va chercher à le prédire, en anticipant la façon dont les machines vont se comporter dans le futur. Et voilà pour ces 4 conférences donc, qui seront en ligne dès la semaine prochaine, si vous voulez les retrouver. Si à partir de la semaine prochaine, dès que les vidéos seront en ligne, quelle est la conférence sur laquelle qui va le plus vous intéresser? Donc, je rappelle, il y a la conférence de Mathilde Berchon qui nous parle de l'intégration de l'impression 3D dans la stratégie d'entreprise. Thibault Leroy de chez Formlabs qui nous parle des possibles de l'impression 3D SLA, donc la stéréolithographie. William Boujon qui nous parle de l'impression 3D dans le secteur du design. Et Arthur Lepivert, donc de la société Festo, qui va nous parler du concept d'industrie 4.0. Et de ce que ça représente et quels sont les intérêts. Et vous aurez aussi le replay de ce webinaire à revoir ou à partager autour de vous qui sera aussi disponible. Donc, c'est la conférence d'Arthur Lepivert qui vous intéresse, en tout cas qui vous a intrigué le plus. Donc, c'est super. On vous communiquera de toute façon toutes ces conférences et vous pourrez les regarder et les partager avec grand plaisir. Merci beaucoup de votre attention, de votre participation. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fin d'année.